Bonjour à tous et toutes. Merci de, de, de votre bonjour là dans l'onglet conversation pour ce dernier webinaire de l'année 2024. Voilà, qui promet d'être animé. On a un très beau programme à partager ensemble, là, une petite heure qui va être, ça c'est sûr, très plaisante. Pour ceux et celles qui sont déjà connectés, sachez que on va se présenter et vous présenter les intervenants respectifs. Emmanuel Poncé, notre coordinateur de la e-communauté énergie, prendra la parole tout à l'heure pour vous présenter aussi l'offre de formation en lien avec le sujet du webinaire. Et pour, je dirais, pour nos petites règles de fonctionnement sur cette heure à venir, sachez que toutes vos questions, eh bien, il faut les poser dans l'onglet conversation que vous utilisez actuellement, voilà, pour nous saluer respectivement. Donc, dans l'onglet conversation, vous viendrez mettre vos questions. Julien, mon co-animateur qui va se connecter tout à l'heure, et moi-même, nous allons récolter effectivement ces questions que nous poserons à la fin. Voilà, on laisse un quart d'heure, 20 minutes pour cette partie questions-réponses. Et voilà, on vient effectivement se faire le relais de vos questionnements. Par contre, vous pouvez avoir peut-être des questionnements de compréhension, des questions de compréhension durant le webinaire, je ne sais pas, un sigle ou autre. Et là, on viendra effectivement possiblement interrompre les intervenants pour ce besoin d'éclaircissement, si nécessaire. Sachez aussi que ce webinaire, il est bien sûr enregistré et il sera disponible en replay ainsi que les ressources. Le compte-rendu et autres seront disponibles dans la e-communauté énergie du CNFPT, dont nous allons vous remettre le lien dans la conversation. Il est 11h02. Je propose qu'on lance donc officiellement ce webinaire. Donc ce webinaire qui a pour titre l'art et la manière d'engager l'humain dans les actions de transition énergétique. C'est un titre choisi aux petits oignons, n'est-ce pas, puisqu'on est bien sur l'art et la transition énergétique. Donc je vais laisser la parole à Emmanuel pour faire le lien avec l'offre de formation et je reviendrai ensuite vers vous pour vous présenter les intervenants de ce jour. Et bonjour à tous et merci Vanessa, merci pour ce travail effectivement qui promet donc un joli spectacle, puisque une fois n'est pas coutume, l'e-communauté énergie donc fait un pas de côté et vous propose un sujet qui, on va dire, mêle d'autres compétences que celles techniques, scientifiques. En lien avec le domaine de l'énergie. Et bon, je remercie bien sûr les deux intervenants, Manuel Moreau, avec qui on a déjà travaillé sur différents dispositifs de formation, et Pascal Lenormand, qui, de manière modeste, je suis sur les réseaux sociaux. Voilà, je suis ravi donc qu'ils puissent nous donner des éléments, des outils pour mobiliser, faire adhérer et faire passer à l'action les acteurs locaux sur les questions énergétiques. Alors, bien sûr, en lien avec l'offre de formation, donc on vous donnera dans le compte-rendu de ce webinaire des éléments, donc des extraits sur l'offre de formation 2025, sur l'énergie, sur la dimension optimisation du patrimoine de la collectivité, mais aussi conduite des politiques énergétiques à l'échelle territoriale. Voilà, donc ce sera associé à ce compte-rendu. Et puis, on donnera quelques éléments, Vanessa, je pense, à l'issue du sondage que tu as proposé sur l'e-communauté, sur les pistes pour le second semestre 2025 des webinaires. Il semblerait que la chaleur renouvelable sorte du lot. Voilà. Notez que 8 et 9 juillet, le CNFPT organise à Toulouse donc les rencontres nationales de l'ingénierie territoriale qui seront consacrées à comment le territoire, avec l'intelligence collective, va pouvoir développer des politiques, on va dire, qui vont dans le sens de la transition écologique. Alors, ne sera traité
pas seulement la transition énergétique, mais voilà, plus globalement, les différentes compétences liées aux services techniques et environnementaux. Voilà, je vais vous rendre la parole et je fais un clin d'œil à Julien et bon courage avec Adobe Connect parce que voilà, il nous a déjà proposé un spectacle avant l'heure. Allez, bon webinaire. Du coup, normalement, on doit avoir un manuel qui commence, c'est ça? Oui, donc on va commencer effectivement le webinaire avec Manuel Moreau, donc qui va, je pense, se connecter d'ici peu. Voilà, on l'a avec nous, formateur donc en éco-construction et artiste pour la compagnie Les Frères Le Propre. Et puis en deuxième partie de webinaire, effectivement, Pascal Lenormand, et en troisième partie, on l'a dit, le moment des échanges et des questions-réponses. Donc voilà, je vous laisse poser vos questions dans l'onglet conversation. Nous allons vous remettre le lien vers la e-communauté énergie pour trouver après le webinaire en replay ainsi que toutes les ressources. Emmanuel, la parole est à toi. Mesdames, Messieurs, bonjour, je suis ingénieur en aéronautique. Aujourd'hui, c'est pour vous, c'est l'élite de la nation qui vous rejoint dans ce webinaire, et c'était pas gagné parce que au départ, moi, je manque de redoubler ma seconde, et puis je me rejoins de mes copains pour faire un bac scientifique des techniques industrielles. Et là, mon père, il me dit non, t'as pas le droit de faire ça, tu vas finir chair à canon pour le système thermo-industriel. Alors, donc, du coup, quand on a 16 ans, on sait pas trop ce que c'est le système thermo-industriel. Alors, votre père, il fait preuve un peu de pédagogie. Il vous dit, écoute, tu vas faire les 3-8 et puis tu vas travailler toute ta vie à l'usine. Alors, moi, je fais un choix de dire, oui, mais quand même, je veux aller rejoindre mes copains en bac STI, génie mécanique. Et puis, en première, je commence à avoir des bonnes notes, et là, les professeurs, ils disent, toi, tu vas pas faire chair à canon pour le système thermo-industriel, tu vas faire ingénieur, élite de la nation. Alors, je m'en vais, je quitte le foyer familial nantais pour aller très loin à Saint-Nazaire. Et du coup, là, je commence à avoir aussi des bonnes notes en classe préparatoire. Alors, gardez vos applaudissements, j'ai quand même été admissible à l'école normale supérieure. Bon, finalement, à l'oral, je me crade complètement et j'intègre une des 4 grandes écoles d'aéronautique de France. Et puis, là, en arrivant en école d'aéronautique de France, du coup, le directeur fait un petit mot, il dit vous, à l'élite de la nation, grâce à vos savoirs scientifiques, vous allez pouvoir régler le problème de la pauvreté dans le monde, de permettre à tout le monde d'avoir accès à l'eau potable et aux énergies renouvelables. J'imagine que vous imaginez bien que le directeur d'une école d'ingénieurs en aéronautique, il tient pas ce genre de discours, il dit plutôt vous, à l'élite de la nation, grâce à vos savoirs scientifiques, vous allez pouvoir faire des missiles chez Dassault, des voitures chez Peugeot, Citroën, et puis enfin des avions chez Airbus. Alors moi, j'ai complètement commencé à déchanter en première année d'école d'ingénieur, et puis surtout, ils en prenaient que 2 sur 150 des prépas technologiques comme moi. Donc, il y en a toujours un qui redouble, et cette année, c'était moi. Et puis, du coup, avec des copains, on s'est dit, peut-être qu'on mettrait nos connaissances au service de la solidarité internationale. Donc, on a commencé à travailler sur des projets contre la lutte contre l'ensablement en Mauritanie. Et donc, nous, au lieu de mettre des missiles dans les souffleries ou de mettre des skieurs comme Luc Alphonse, c'était ça qui avait en photo à l'époque, on a fait des pâtés de sable pour essayer de comprendre comment le sable se transportait en Mauritanie pour essayer de lutter contre l'avancée du désert. Et puis ensuite, on a développé des projets de fours solaires au Sénégal. Et puis, on s'est rendu compte que c'était pas spécialement ce qui était le plus approprié par rapport à la culture sénégalaise. Et du coup, je suis retourné, moi, en 2005, refaire des poêles à bois économes qui divisent par 8 la consommation de bois. Et donc, au fur et à mesure de mes études, voilà, j'ai développé ces projets-là. Et puis surtout, il y a eu un truc, c'est que j'avais un appartement avec mezzanine. Je faisais à peu près 12 heures de jonglerie par semaine. Alors, une fois sorti d'école d'ingénieur, en fait, j'ai jamais fait ingénieur. J'ai pris une année sabbatique. J'ai été sur des chantiers de construction de bois, des chantiers participatifs. La construction écologique était un sujet qui m'intéressait fortement. Et puis, j'ai créé mon premier spectacle de jonglerie, mais qui n'a jamais marché. Bon, en tout cas, au bout d'1 an, j'ai fini éducateur à l'environnement. Voilà. Avec un bac +6, si vous avez tout suivi.
Et puis, du coup, maintenant, j'exerce le métier de formateur en éco-construction pour le CNFPT depuis 2009. Donc, j'interviens, moi, sur le Grand Ouest de la France. J'anime des formations, la découverte des écomatériaux, la rénovation des bâtiments publics, la rénovation des écoles et la construction bois, donc sur les régions Pays de la Loire, Bretagne, Centre-Val de Loire et Normandie. Et puis, à côté de ça, je suis intermittent du spectacle, donc je fais à l'heure actuelle des conférences gesticulées. Et puis, en 15 ans, il y a 15 ans, on a monté la compagnie des Frères Leproc, une compagnie de jonglerie. Et donc, j'ai monté en 15 ans un duo, un trio et un quatuor de jonglerie, mais pour l'instant, nous n'avons plus de spectacle de jonglerie. Donc, à l'heure actuelle, je suis juste super formateur et jongleur presque à la retraite. Merci. Du coup, je voulais vous présenter rapidement le concept de conférence gesticulée. Moi, en 2014, c'était un peu la crise dans le spectacle. Et du coup, j'ai découvert ce concept de conférence gesticulée qui m'a permis en fait de faire la fusion, si vous voulez, entre mes deux métiers, mon métier de formateur en éco-construction et mon métier de jongleur. Donc j'ai suivi une formation pour ça, pour découvrir le concept de conférence gesticulée. Donc pour comprendre qu'est-ce que c'est une conférence gesticulée, déjà c'est un outil d'éducation populaire qui, en fin de compte, permettrait à tout le monde de venir s'exprimer sur un sujet. Donc c'est pour ça qu'on dit souvent c'est une prise de parole avec une dimension politique. Alors on entend le terme politique, pas la politique des politiciens, mais la politique des citoyens qui viennent s'exprimer et faire vivre la cité. C'est bien ça le principe. Et on explique qu'une conférence gesticulée, donc c'est une métaphore sur les masses d'air chaudes et les masses d'air froides, qui finalement créent un orage dans la tête. L'idée, c'est Franck Lepage qui a développé ce concept de conférence gesticulée, et on aime bien dire que c'est le mélange entre les savoirs chauds et les savoirs froids, mais ça fait pas des savoirs tièdes. Les savoirs chauds, en fait, c'est des anecdotes de vie, un peu le récit de vie du conférencier, qui permet en fait de changer de sa position un peu de je suis l'expert, c'est moi qui vous détiens la vérité, de par son expérience, de par ses anecdotes de vie, vient en fait humaniser un petit peu le conférencier. Donc, déjà aussi, on oublie complètement tout ce qui va être diaporama, vidéoprojecteur. Voilà, on est vraiment aussi dans ce côté éducation populaire. On fait avec, j'aime bien dire, des bouts de ficelle, des bouts de carton et des paperboards. Et du coup, les savoirs froids, eux, à l'inverse, c'est vraiment les faits factuels, les choses factuelles. Et quand on entremêle les deux, du coup, ça crée ce qu'on appelle un orage. Et l'orage, en fait, c'est que ça met, si vous voulez, les gens en ébullition. Et l'idée, c'est vraiment d'alterner entre ces savoirs chauds et ces savoirs froids, parce qu'on part du principe que le temps d'écoute d'une personne normale, c'est à peu près 7 minutes. C'est-à-dire que si je vous parle pendant 7 minutes de l'éco-construction, au bout de la 8e, vous aurez décroché. Moi, j'aime bien dire que mon temps d'attention est à peu près de 2 minutes 50. Voilà, c'est un peu le poisson rouge qui a fait 3 fois le tour de son bocal. Donc l'idée, en fait, en alternant ces différents types de savoirs, ça permet de mieux assimiler les choses factuelles, et puis le fait de raconter des choses sensibles sur soi, ça crée une proximité avec le public. Donc ça, c'est du coup ce que ça va provoquer que c'est un outil qui est subjectif, parce qu'on part du conférencier et de son histoire. Donc ça, c'est assez intéressant. Du coup, je vous invite à aller voir le site conférencegesticulée.net, qui est le site qui présente les différentes conférences gesticulées qu'on peut trouver en France. Donc en gros, c'est le réseau des conférenciers gesticulants, et je vous invite aussi à aller regarder l'agenda, comme ça peut-être que dans votre région vous trouverez des conférences gesticulées. Alors comme ça vient de l'éducation populaire, il y a beaucoup de conférences gesticulées qui sont sur le social. Moi, quand j'ai commencé il y a 10 ans, du coup, j'étais un petit peu atypique parce que je parlais plutôt finalement de la partie plutôt environnementale et socio-environnementale. Donc voilà. Ce qui est assez intéressant, moi, je suis passé par la formation qui s'appelle Montaconf. Comme toute formation, déjà il y a une émulsion de groupe, donc c'est vrai que ça crée, si vous voulez, un ensemble où les différents participants, les stagiaires peuvent échanger. Et puis c'était sur 4 mois, on faisait une semaine par mois,
Au bout de la première semaine, on nous arrivait avec une intro. Donc la petite intro que je vous ai faite tout à l'heure, c'est une introduction accélérée de ma première conférence gesticulée qui s'appelle Le mensonge des trois petits cochons. Donc là, il y a un vrai intérêt de aussi pouvoir se confronter à un groupe. Moi, je connais quelques personnes qui ont essayé d'en monter toutes seules, mais c'est un petit peu moins effectif. Sur le fonctionnement et la méthodologie, en fait, il y a une méthodologie derrière la conférence gesticulée. On aime bien partir, en fait, au départ, pour se connaître soi-même et savoir ce qui peut ressortir. C'est ce qu'on va appeler la petite histoire et la grande histoire et les moments importants. La petite histoire, en fait, on commence par mettre sa date de naissance et puis de noter au fur et à mesure, en fonction des années, des anecdotes. Donc, voilà, je suis bien ingénieur en aéronautique, j'ai bien redoublé ma première année, j'ai bien été au Sénégal. Donc voilà, on peut lister, on va dire, un peu son autobiographie. Et puis la grande histoire, c'est les faits historiques. Je sais pas, moi, le premier truc que j'avais mis, c'était le 11 septembre. Donc les deux tours qui tombent. Voilà comment ces faits historiques peuvent aussi changer votre perception, comment elles vous ont influencé. Ça peut aussi être des livres, ça peut être aussi des groupes de musique, ça peut être voilà tout un tas d'événements qui vous ont façonné et qui permettent de vous préparer à raconter aussi des anecdotes de vie. Ensuite, il y a une méthode qui s'appelle le Scooby-Doo, parce qu'en fait, on tire plusieurs fils dans cette conférence gesticulée. Le premier, c'est le fil autobiographique, donc celui qui est relié à la petite histoire. Ensuite, on va avoir un fil principal sur le sujet qui va être traité. Donc, sur mes conférences, je traite l'éco-construction, la rénovation, la face cachée du numérique, parce que j'ai 44 ans et je n'ai jamais eu de téléphone portable. Et puis, ma dernière, c'est sur l'énergie, donc les sources d'énergie, par exemple, les moyens de transformer les différents usages. Et après, on peut créer d'autres, plus ou moins d'autres fils sur la rénovation. J'ai tout un fil autour du blues et qui répond un peu sur la rénovation. Donc, je raconte que j'aurais aimé être une rockstar, une star du blues. Et puis derrière, j'explique aux gens qu'il ne faut pas tomber dans le blues de la rénovation. Donc voilà, on peut jouer un peu sur les fils. Et donc le Scooby-Doo, c'est l'art de pouvoir tresser ces différents fils pour rester dans, on va dire, une espèce d'alternance des sujets entre 5 et 10 minutes, pas plus. Sinon, il y a ce qu'on appelle le tunnel, c'est qu'on rentre dans un sujet pendant 20 minutes et on perd tout le monde. Et du coup, après, il y a le cube. Donc là, le cube, vous voyez bien, si on prend un dé, on voit 3 faces apparentes. Donc, on met les différents sujets, je sais pas, l'éco-construction, l'énergie, le changement climatique. Et quand on retourne le cube, on regarde un petit peu la face cachée du sujet, comment, on va dire, aussi le système, les grandes entreprises, par exemple, ont pouvoir sur on va dire sur le marché par exemple des matériaux d'isolation. Donc là, j'essaie d'expliquer aussi que à un moment temps, quand Saint-Gobain rachète la marque Isonate de fibre de bois, elle fait pas ça par philanthropie ou par écologie, elle fait ça aussi pour le business. Donc, l'idée, c'est de réussir à montrer un peu l'envers du décor du sujet. Après, on travaille tout ça, c'est ce qu'on appelle le squelette. Donc, c'est comment on va organiser les différentes parties. Et il y a un point important, et ça on peut aussi l'utiliser en formation, je pense qu'il y a un truc qui marche bien là-dessus, c'est ce qu'on appelle l'archipel. C'est un peu une base d'anecdotes qu'on a, que ce soit des anecdotes de petite histoire ou de grande histoire, et qu'on peut utiliser aussi en formation pour un moment de temps, tiens, il y a un sujet, on a lancé un sujet, et on a une petite anecdote, donc, qui peut venir ramener, voilà, un petit peu de savoir chaud, un petit peu de sensibilité aussi en formation et qui change un peu la posture de vraiment, on sort un peu de la posture de l'expert. C'est pas pour ça que le conférencier gesticulant connaît pas son sujet. Donc c'est bien, tout ça c'est une histoire de posture. Et enfin le tarmac, c'est vraiment ce qu'on appelle l'atterrissage politique, la conclusion de avec quoi les gens doivent repartir, c'est quoi les pistes d'action par exemple. Voilà, du coup, le tarmac, c'est vraiment aussi une image. Franck Lepage aime bien les images, donc voilà, c'est lui qui a mis toutes ces notions, le Scooby-Doo, le tarmac, voilà, ces notions d'orage. Donc voilà. Et si tu veux bien lancer les questions, Julien, tu peux. Je voulais vous faire un petit retour d'expérience. Donc moi, ça fait 10 ans du coup que j'ai fait ma formation au Montacon. J'ai créé 5 conférences gesticulées
Donc la première, c'est le mensonge des 3 petits cochons. La deuxième, elle s'appelle Alibaba et les 40 followers, mais comme j'aime bien dire, la crise du pangolin. Oui, parce que vous savez bien qu'il y a un pangolin qui s'est fait croquer par une chauve-souris et que du coup, ça a ralenti tout le monde. Et donc, cette conférence Alibaba et les 40 followers, le pangolin a eu raison d'elle. Ensuite, j'ai créé The Dark Side of NTIC, donc la face cachée du numérique, où je viens parler des différentes notions sur la face cachée du numérique, la consommation d'énergie, le CO2, les ressources, les réseaux sociaux asociaux. Et puis ensuite la rénovation des 3 petits cochons et ma dernière qui s'appelle Mon histoire populaire de l'énergie. Globalement, on va dire avant la crise du pangolin, je jouais essentiellement pour le réseau des espaces info-énergie, que ce soit un espace info-énergie d'une collectivité ou une agence locale de l'énergie ou une association. Et puis depuis 2020, je joue plutôt 3/4 de mes représentations pour des collectivités. Je suis intervenu donc sur toute la France. Hein, vous voyez la carte. Bon, il y a quelques endroits encore, j'ai pas été en Lozère par exemple, j'ai pas été dans la Nièvre, voilà. En Bourgogne, très peu, pourtant j'aime bien la Bourgogne. Donc vous voyez, bon moi après je suis à Nantes, vous voyez, je travaille quand même sur le gros quart nord-ouest. Donc là j'ai passé, quand on appelle Diaporama, on a mis 235 représentations, j'ai passé la 240e il y a 15 jours, voilà. Donc, j'interviens essentiellement pour des services plan climat, air, énergie, territoire ou les services de transition énergétique, les services France Rénov aussi qui conseillent les particuliers sur la rénovation, des services culturels aussi. Donc ça, j'interviens sur des soirées thématiques où ils font venir un conférencier et ils cherchent à avoir une autre approche pour le public que la conférence assez classique avec un PowerPoint et des slides dans tous les sens avec des gros graphiques. Là, il n'y a pas ça, il y a de la jonglerie, de la guitare, de l'humour, voilà. Et du coup, après, j'ai joué aussi pour la semaine du développement durable, des journées thématiques comme la semaine de la précarité énergétique, le défi Déclic, qui s'appelait Défi famille à énergie positive, où voilà, maintenant, il s'appelle Déclic parce qu'ils ont rentré aussi les notions de l'eau, par exemple, les économies d'eau, les économies d'énergie, la production de déchets. Je jouais sur des salons qui sont organisés par des collectivités. Là, j'irai jouer en Mayenne pour le salon de l'éco-construction l'année prochaine. Des inaugurations aussi, j'ai inauguré des parcs éoliens, des bâtiments. J'ai eu l'occasion d'aller jouer au Terrabundo, qui est sur la Capelle en Pézel, c'est dans le nord. C'est un super bâtiment construit en ossature bois avec de la terre crue, voilà, on est un espace de coworking. Des vœux aussi, les vœux de bonne année. J'ai joué aussi aux rencontres des ATTF, du coup, ça c'était à Limoges. Là, c'était vraiment, du coup, c'était assez intéressant. Ça mixait un peu mon métier de conférencier gesticulant, de jongleur, avec mon métier de formateur pour le CNFPT. Et puis, j'organise aussi, ça arrive de jouer pour des petits déjeuners techniques. Là, c'est ce qui va se faire pour l'agglomération de Rochefort en début d'année. Voilà. Puis après, je joue aussi dans des cadres un petit peu plus culturels. Donc voilà. Et on avait dit que c'était jusqu'à 11h25, Vanessa. Alors, merci beaucoup, Manuel. Déjà pour te dire que parmi la première question, donc la réponse qui revient le plus, qu'est-ce qu'une conférence gesticulée? Eh bien, c'est la réponse à un outil d'éducation populaire. Ouais, c'est carrément un score de présidentiel truqué, quoi, je dirais même. Hein. On est à 100% là. C'est ça. Votez pour moi. En revanche, on n'a pas énormément de votants. On a qu'un tiers de votants, ce qui est très réaliste finalement par rapport à l'exercice de la démocratie actuellement. Mais voilà, on peut améliorer ça. Si vous voulez voter, donc n'hésitez pas à dire ce qui est pour vous une conférence gesticulée. Est-ce que je fais défiler tout de suite les autres questions pour voir, Manuel, si les gens t'ont écouté aussi religieusement que nous? Oui, si tu veux, ouais. Ok, donc là, on a 11 votants. Je pense que, bon, franchement, la question était très accessible. Et du coup, bien sûr, c'est un 100% de réponse qui s'affiche. Je peux diffuser les résultats. C'est bon, vous les voyez? Oui. Ok, super. Alors là, j'en choisis un deuxième, du coup. Voilà.
Alors, si on mélange les savoirs chauds et les savoirs froids, cela devient... Oula, ça va très vite. Ah oui, là, ah non, non, et là, là, on a là, on a une petite compétition quand même, hein. C'est ça. Des savoirs tièdes aussi. On a une conclusion parallèle du sondage, c'est que Adobe Connect fonctionne très bien. Absolument, en fait. Je ne sais même pas pourquoi je me suis énervé comme ça tout à l'heure. C'est absolument fiable comme outil. Tu te prêtais une balle pour acheter ton écran, mais Voilà, bah là, on a un très bon taux de participation en plus, hein, cette question, vraiment, comme quoi, en fait, il faudrait voir ça, C'est trop ça peut se facile. décliner dans la vraie vie, trop mais facile. quand on pose une bonne question, on a une bonne réponse, enfin un bon taux de participation en tout cas. Alors, 20 Manuel, personnes. est-ce qu'on est bien sur un orage? oui, c'est un orage, mais il se passe là, dans nos neurones, un orage. Ok, allez, dernière question du coup. Je crois que c'est celle-là. Oui. Oui. Moi, je suis de la génération qui a connu la réponse numéro 1. Oui, c'est ça. Moi aussi. J'étais même expert du Scooby-Doo. J'adorais. Tu parles de l'original, mais il y a une génération il y a 10 ans qui a connu le Scooby-Doo semi-réel. Oui, oui, oui. Moi, j'étais plutôt Bah, pour l'ancien, dans la quoi. 2D. Ah, oui, oui. Eh bien, là, on a aussi un bon taux de participation et une majorité écrasante sur le tressage de fil de la conférence gesticulée. Il y a quand même Manuel. des gens qui ont voté pour le chien, quand même. Bah, c'est un Ouais, hommage. mais je pense que c'est pas parce qu'ils t'ont pas écouté, c'est parce qu'ils ont une vraie nostalgie comme nous, tu vois. C'est deux personnes, c'est Julien et moi. Oui, voilà. On se dénonce. Voilà pour les résultats. Merci pour votre participation. Pour conclure ma présentation, en fait, à la suite, hein, du coup, il y a une présentation, vous pourrez les récupérer, j'imagine, les diaporamas. Oui. Il y a une présentation de mes 4 conférences gesticulées, et puis à l'issue de la présentation, vous trouverez aussi mes coordonnées. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser à la fin du webinaire, et puis après, si vous voulez échanger, vous pouvez toujours m'envoyer un email. Ce qui est la plus simple pour me contacter. Sinon, je vous donnerai l'adresse pour le pigeon voyageur. Ça marche très bien aussi. Je vous remercie. Moi, je dirais aussi, Manuel, pour conclure, puisqu'il nous reste 2 minutes pour ta partie, arrêtez de bouger cette présentation, j'avais un truc à montrer. C'est moi parce que je voulais laisser les coordonnées de Manuel, donc on était en train de se... Oui, mais avant, j'avais un truc à dire, c'est que je tiens à montrer absolument cette photo de la slide numéro 4 et ton t-shirt, et je dois dire que c'est certainement la meilleure pub pour venir te voir en spectacle. Donc, ce t-shirt te sied bien. Et que j'aime personnellement, je voudrais avoir le même, donc je lance ce message à qui voudrait me l'offrir. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour ton humour et ta présentation. Sur cette conférence-là, en fait, je reviens habillé comme ça en plein milieu de la conférence, et c'est un peu un hommage à Mad Max, voilà, où j'ai expliqué aux gens qu'en fait, on est 30 ans après le pic pétrolier, que personne n'a écouté en 2024, et que voilà où on en est. Donc moi, je travaille avec mon baril, mon Corésie, mon boomerang, comme dans Mad Max. J'aime bien toutes ces dystopies, que ce soit Terminator sur l'intelligence artificielle ou Mad Max sur l'énergie. Voilà. Donc, elles sont présentes dans les conférences, cette petite dystopie, peut-être des fois un peu trop proche de la réalité. Merci beaucoup. Merci, du Manuel. coup, je te rends la main, Vanessa, ce coup-ci maintenant. Ouais, avec plaisir. Merci aussi à Céline dans l'onglet conversation notamment. Le pigeon, c'est hyper écolo, effectivement. Donc, en tous les cas, effectivement, pour terminer sur la partie que Manuel vient de nous partager, nous présenter sur les conférences gesticulées, vous l'avez compris. Là, on a devant nous, encore sous les yeux, le mensonge des 3 petits cochons, la rénovation des 3 petits cochons. C'est à chaque fois, voilà, des thématiques que l'on peut, mais dont on peut s'emparer, tout à fait. La face cachée du numérique, mon histoire populaire de l'énergie. Voilà, Manuel vous en a amplement parlé. Et à la fin, effectivement, ces coordonnées. Et donc, cette présentation sera bien entendu disponible avec le replay de ce webinaire.
Donc, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, inscrivez-les toujours dans l'onglet conversation et on les relaiera à la fin pour Manuel ou pour Pascal, à qui nous allons maintenant laisser la parole. Donc, Pascal Lenormand, ingénieur sobriété énergétique et designer énergétique chez Incube, qui va nous en dire un petit peu plus. Qu'est-ce qu'Incube? Qu'est-ce que l'opéra Poésis? Qu'est-ce que le jeu In Extremis? Allez, on va tout de suite plonger dans cet univers. À toi, Pascal, merci beaucoup. Oui, merci Vanessa, merci de l'invitation. Et ben, après un ingénieur aéronautique qui a réussi sa vie, un deuxième. Voilà. Alors attends, faut que je trouve le bon endroit où cliquer. Bonjour, enchanté, merci Manuel. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu décortiquer des conférences gesticulées, ça fait du bien d'y replonger. Je vais passer un peu rapidement sur ma présentation. Donc moi, je suis Pascal Lenormand, je suis effectivement à l'origine ingénieur aéronautique, mais comme Manuel, à un moment, il a fallu faire des choix pour rester sain d'esprit. Et aujourd'hui, j'ai coutume de dire que mon métier, c'est d'aider les organisations et les gens à se libérer de l'addiction généralisée à l'énergie. Alors on va en parler un peu de cette notion d'addiction généralisée à l'énergie. Pourquoi j'utilise le terme d'addiction ? J'exerce ce métier, je pratique ces choses-là au sein d'une structure qui s'appelle Incube, qu'on définit aujourd'hui comme un collectif de hackers énergétiques. J'ai pas lancé mon chrono, mais je suis tout seul. Eh ben, je pars sur 15 minutes. Avec un enjeu, alors on travaille beaucoup en expertise, on peut se mettre dans la case bureau d'études, on fait beaucoup de formation professionnelle également, sur la méthode qu'on utilise qui s'appelle la méthode design énergétique. Mais ce dont on va parler surtout aujourd'hui, c'est ce troisième volet qu'on a appelé diffuser une culture renouvelée de l'énergie, en fait qui est à l'origine, quand on a créé ou recréé Incube sur la base d'activités précédentes, ça a été un axe qu'on a souhaité tout de suite mettre en place, parce qu'on s'était dit à l'époque, avec Amélie, avec qui on a cofondé la structure, que un des principaux problèmes qu'on a sur les sujets énergétiques aujourd'hui, c'est que globalement, les modes de pensée, les outils, quand on creuse, quand on voit d'où ça vient, ils n'ont pas bougé depuis la révolution industrielle. Les concepts de base, ils ont été mis en place à peu près à la révolution industrielle, avec ce que Manuel a appelé la mise en place du monde de la société de thermo, je ne sais plus. Bref, la prédominance de la thermodynamique, l'accès aux énergies fossiles. Et puis, en ce qui concerne le bâtiment, qui est un secteur sur lequel on travaille beaucoup, globalement, on bosse toujours avec des outils qui ont été mis en place à peu près dans les années 70. Donc tout cela est assez poussiéreux, et très cadré également. Et donc dès le début, quand on a recréé en 2017, on s'est dit il y a un enjeu là-dessus, ce qui fait qu'on va travailler beaucoup sur la création de contenu, le travail avec les réseaux sociaux, la mise, pour prendre des grands mots, la mise en récit de ces sujets. Et ça prend plusieurs formes, mais ça s'ancre surtout dans une volonté qu'on va retrouver après dans le projet que je vais vous présenter, qui est qu'on souhaite faire de l'énergétique du monde réel. En fait, si vous regardez la manière dont on discute les sujets autour de l'énergie aujourd'hui, c'est beaucoup ce qu'on a plutôt à droite, quelque chose autour de la planification. On parle de grands phénomènes, du réchauffement climatique, des conséquences organisationnelles, de comment il faudrait engager une transition pour la France. Donc c'est plutôt une démarche descendante, en tout cas, qui est de l'ordre de la planification générale, dont on essaye après de trouver des conséquences, des traductions au niveau plus restreint. Donc ça peut être les grandes collectivités, les plus petites collectivités, et jusqu'aux individus finalement. Eh bien nous, on travaille d'une manière différente. On s'est dit finalement, on se concentre sur la compréhension des choses très triviales, très quotidiennes, comme pourquoi les gens mettent des radiateurs à leurs pieds, pourquoi ils mélangent des fils dans tous les sens, comment est-ce qu'on fait ça, qu'est-ce qui fait qu'on observe des comportements qui nous semblent parfois illogiques, incohérents, inadaptés. Et puis, en faisant beaucoup ça, on essaie éventuellement de trouver des tendances plus générales qui nous permettent éventuellement de tirer des conclusions sur d'éventuelles directions de planification stratégique. Donc c'est un mouvement un petit peu inverse. Alors, on travaille dans de nombreux contextes. Alors je vous ai mis un peu des trucs un peu prestigieux, parce que je me suis dit que c'était l'occasion. Des grands endroits, des lieux. On travaille beaucoup dans le secteur culturel.
parce qu'il y a des sujets particuliers sur les secteurs culturels. Là, je vous ai mis en bas à droite un grand projet qui est assez emblématique parce que il est à la croisement en fait du secteur associatif. C'est un lieu qui s'appelle la Macérienne, qui se trouve à Charleville-Mézières, qui est en fait le lieu qui accueille un festival qui s'appelle le Cabaret Vert. Mais en fait, c'est un grand projet de réhabilitation d'une friche entière. Il y a une douzaine d'hectares, je crois. Et c'est porté par la collectivité. Donc on voit des croisements importants entre des démarches plutôt de petites entités et des démarches plutôt de communes, de communautés de communes, de régions également. Voilà. On travaille actuellement avec la ville de Lyon, on travaille avec des toutes petites communes aussi, et à chaque fois sur le terrain, vraiment avec une volonté de faire dans l'opérationnel. Alors, ça c'est pour le contexte, c'est la structure telle qu'elle est. On n'était pas prédestiné à travailler sur, en particulier le jeu In Extremis ou d'autres projets. Donc je vais vous raconter d'où vient ce jeu en particulier qui s'appelle In Extremis. Donc, comment ça se passe cette histoire? En fait, à l'origine, il y a un trio de 3 personnes qui s'appellent Pierre-Adrien Théo, Angélique Cormier et puis moi-même. Et ces gens sont convoqués d'une certaine manière par une structure qu'on voit ici en bas, qui est le POLO, le pôle art et urbanisme, qui se trouve à côté de Tours, à Saint-Pierre-des-Corps, dans l'idée alors à l'époque, l'idée était de réenchanter la transition énergétique. On parle de 2018, là quand même, c'était pré-confinement, ça nous paraît très lointain cette histoire. En se disant, voilà, dans toutes les manières qu'on a de présenter les questions de transition énergétique, c'est en général pas très drôle, ça finit bien souvent avec des ingénieurs qui présentent des PowerPoint un peu obscurs. Tout cela n'est pas très joyeux, n'a pas l'air de mobiliser les foules, hormis ceux qui sont déjà convaincus. Et voilà, on se dit, il y a peut-être moyen de faire autre chose. Je vous passe les étapes très préliminaires. On se retrouve finalement avec une commande, à nous 3, là, avec Pierre-Adrien et Angélique. Pierre-Adrien étant chef d'orchestre et artiste numérique, et Angélique étant directrice d'une compagnie de ce qu'on appelle le sound painting, avec une commande en disant, voilà, vous avez 1 an pour écrire un opéra autour de la transition énergétique. Opéra au sens spectacle de grande dimension. Et très tôt, en fait, on prend des postulats, on sait beaucoup plus vite ce qu'on ne veut pas faire par rapport à ce qu'on veut faire. On ne veut pas faire un spectacle pédagogique. On ne prend pas du tout l'idée de se dire il faut enseigner des choses, il faut expliquer aux gens. On part également du principe que les gens sont déjà largement compétents sur le sujet. On sait qu'on veut faire quelque chose qui donne envie, qui donne le sourire, qui donne de la joie, et non pas qui mette une espèce de chape de plomb qui nous parle de la fin du monde. On ne veut pas être moralisateur ou donneur de leçons, c'est-à-dire dire ce qui est bien et dire ce qui n'est pas bien. On veut plutôt donner à réfléchir. Et on veut prendre l'angle, donc là je reviens à ce que j'ai dit au début sur le monde réel, on veut partir du vécu personnel, pas du nôtre, mais de celui des gens. De qu'est-ce que c'est pour nous au quotidien ces histoires de transition énergétique. Ce n'est pas des histoires de planification. La plupart des gens ne se passionnent pas pour des scénarios de transition énergétique. Ils doivent juste mettre de l'essence dans leur voiture, se débrouiller, chauffer leur maison, payer des factures, etc. Donc on part de là, et donc on essaye d'élaborer un opéra. Et cet opéra, sur lequel on met en place surtout une mécanique de jeu, que je vous décrirai rapidement juste après, on le travaille pendant 1 an. Donc pour ceux qui sont un peu familiers des processus de création dans le spectacle, quand on travaille, on a ce qu'on appelle des résidences, donc on travaille pendant 1 an au Polo, et puis un jour on a une sortie de résidence, fin décembre 2018, donc un petit peu avant le confinement, et on présente une première version sous forme alors pas une conférence gesticulée, une conférence spectacle, qui est une alternance de discours, de récits, d'explications que je mène en tant qu'expert sur le sujet, et de jeux dans un système de jeu basé sur la musique, l'art numérique, la danse, le chant, avec le principe général est, on va donner à des artistes une certaine quantité d'énergie, de ressources pour faire ce qu'ils ont à faire, et on va les faire jouer sous contrainte, comme dans notre vie. On dit que c'est un laboratoire de notre vécu énergétique. Et il se trouve que ce soir-là, en décembre 2018, il y a dans la salle une personne qui s'appelle Juan Rodriguez, qui est auteur de jeu, et qui nous dit « Moi, ce que je viens de voir, c'est une mécanique de jeu.
Et je pense que il faut faire un jeu de plateau avec ça pour que tout le monde puisse jouer. Je vais le faire avec un éditeur qui s'appelle Hopla et un co-auteur qui s'appelle Julien Protière. Est-ce qu'on peut mener ces sujets en parallèle? Et c'est comme ça que ça a commencé. C'est devenu un jeu. Ce jeu, donc, il s'est développé progressivement à partir de 2019. Il est sorti le 30 août 2024. Donc, c'est 5 ans de développement, cet engin-là. Et donc, qu'est-ce qu'il est devenu, en fait, ce jeu? Je vais vous en décortiquer quelques principes. Et comme la conférence, en fait, on a eu ce postulat de ne pas vouloir expliquer, de ne pas vouloir être moralisateur, mais de plonger les gens dans une expérience. Donc à chaque fois, il y a une double lecture, il y a ce qui se passe dans le jeu, et il y a la lecture et la compréhension qu'on peut en avoir quand on veut s'y pencher. Donc, le principe d'In Extremis, c'est un jeu du GIET, le Groupement intergouvernemental d'études des transitions énergétiques. C'est un jeu coopératif, et marqué frénétique et évolutif. Frénétique, ça veut dire qu'il y a une notion d'urgence, et évolutif, ça veut dire qu'on va voyager à travers différents scénarios. Donc c'est un jeu qui comporte uniquement des cartes et qui travaille avec une application, ce qui permet entre autres de ne pas avoir de matériel qui est compliqué à fabriquer, qui est coûteux quand on veut le fabriquer strictement en France, comme c'est le cas de l'éditeur Hopla. Ils ne font pas de sablier par exemple, parce qu'on ne sait pas fabriquer des sabliers bien fabriqués et pas trop chers en France. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Le principe est qu'on va être des expérimentateurs, c'est-à-dire qu'on va être soumis à des expériences. Je suis un joueur, je vais être plongé dans un univers et je vais devoir, d'une certaine manière, avec mon équipe, avec les gens avec lesquels je suis sélectionné pour participer à l'expérience, montrer à une intelligence artificielle de quelle manière un groupe d'humains sait survivre à travers un scénario de fonctionnement énergétique. Donc on voit déjà un parallèle, c'est un peu comme nous, finalement. Nous sommes plongés dans le monde, on doit vivre notre vie, et on n'a pas toutes les clés, et parfois on ne sait pas ce qui se passe, mais il faut quand même avancer. Donc on a ce côté expérimental qui nous permet aussi de dire, puisqu'on est dans un laboratoire et qu'on est les cobayes d'une expérimentation, qu'il va y avoir une série d'expérimentations, il y en a 16 dans le jeu. Dans le jeu, on a inclus l'utilisation de ce qu'on appelle des machines énergétiques. Donc je vous le montre aussi parce que c'est une manière qu'on a eue de raconter des choses qui sont toutes physiquement validées, sans faire de lien évident, ou en tout cas en mettant un lien plus second degré, plus amusant, avec le monde réel. On ne voulait pas, par exemple, introduire d'éoliennes, parce que quand il y a éolienne, il y a débat. On ne voulait pas parler alors on en parle quand même un petit peu, mais on ne voulait pas parler de dire c'est une centrale nucléaire. Donc on crée un univers en fait avec des machines, qui n'existent pas évidemment, mais qui ont des inspirations. L'aquatouille, c'est une machine qui permet d'utiliser les ressources hydrauliques. Le craquembûche est une machine qui permet d'utiliser une ressource biosourcée, etc., etc. Donc tout cela est un univers un peu décalé, un peu amusant, et on a ces machines pour vivre à travers des scénarios de transition énergétique. Donc il y en a 16, on se donne un point de départ, on se donne des règles de jeu qui vont changer à chaque fois, bien évidemment, puisque c'est ce qui se passe finalement aussi dans la vraie vie, on a des règles du jeu politiques qui sont installées, et on va devoir fonctionner dans le groupe à travers ça. L'histoire est globale, on progresse à travers les expériences, et il y a une modification du jeu, c'est-à-dire du deck de cartes qu'on a, au fur et à mesure de ce qu'on a vécu dans les expériences. Par exemple, on a une carte qui s'intitule déchets nucléaires. Cette carte, elle n'est pas au début du jeu, et puis il y a un scénario à un moment qui consiste à développer un parc nucléaire. Et bien à partir du moment où on a développé ce parc, même si après on vit une expérience dans laquelle on va le démanteler, parce qu'on veut jouer à démanteler un parc nucléaire, la carte va rester dans le jeu. Elle va être là parce que quand on a utilisé une fois un parc nucléaire, eh bien, il faut gérer la suite. Donc c'est de cette manière qu'on tisse des parallèles qui sont guère plus explicites que ça. L'explicitation, elle vient après. Le postulat, c'est que ce jeu est avant tout un jeu. Si on ne veut pas réfléchir beaucoup à l'énergétique, ou même quasiment pas, il y a tout à fait moyen de s'amuser et de passer des très bonnes soirées avec ce jeu. Si on veut aller plus loin, c'est livré avec un livret de décryptage, d'une certaine manière, qui fait une 40aine de pages, qui permet à chaque fois de faire le lien entre des éléments du jeu et des éléments du monde réel. Voilà. De quelle manière ce jeu peut être utilisé? Alors, d'abord, on peut l'utiliser strictement pour jouer, y compris dans le contexte familial, sans aucune volonté de militantisme ou de quoi que ce soit.
Il a d'ailleurs été retenu il y a 2 semaines dans Télérama, il y a eu 2 pages sur le jeu pour en parler, pour dire que c'était un cadeau intelligent à faire à Noël. Mais il peut également être utilisé finalement en creux. On travaille beaucoup sur les notions de sobriété énergétique, et il y a une chose qu'on sait faire sur la sobriété, il y a une chose qu'on sait, c'est que d'une certaine manière, moins on en parle, moins on essaie de convaincre, moins on a un discours visant à embarquer les gens, mieux ça marche. Donc en fait, il y a une utilisation qui peut être faite dans les structures, dans les collectivités, si c'est votre cas, c'est juste d'avoir cette ressource mise à disposition avec des gens qui peuvent jouer, parce qu'elle est autoportante d'une certaine manière. Le fait de le mettre à disposition, comme c'est ici le cas dans une des bibliothèques internes du ministère de la Culture, c'est un prétexte à discuter, c'est un prétexte à jouer, un prétexte à aborder le sujet d'une manière très différente de ce qui est fait, parce qu'on ne se dit pas « allez, on va jouer à la transition énergétique ». On fait une partie, on s'amuse bien, une partie, ça peut durer un quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure, et voilà, ça passe. Mais ça fait toujours prétexte à discuter si on en a envie. Il y a une deuxième utilisation, bien entendu, qui peut être plus explicite, c'est de l'utiliser comme support de formation. Alors, ça peut s'adapter de différentes manières, mais on peut tout à fait l'utiliser en distribuant des boîtes et en jouant certaines expériences, les jouer toutes, ça prend un peu de temps, sur tel ou tel thème, et de faire des allers-retours, un peu comme dans la conférence spectacle, en disant voilà, on va jouer, et après on débriefe, et on en parle, et on voit ce que ça donne. Donc ce truc-là peut être organisé soit avec des intervenants, soit dans l'équipe de conception. On est 6 dans l'équipe de conception, globalement, soit en utilisant le livret scientifique par quelqu'un qui se sent de décrypter les enjeux. Voilà, je vois mon bip bip qui sonne, il me reste un slide. Il y a une troisième possibilité pour utiliser ce jeu, c'est au sein du système dans lequel il a été créé finalement, parce que je vous ai dit, il a été issu d'une réflexion qui était d'abord sur un opéra. Cet opéra, il existe. Il y a un spectacle qui a été amené, qui a été joué jusqu'à il y a 2 ans sur le territoire. On peut d'ailleurs en parler. Je trouve plus le nom de la collectivité et j'en suis désolé. Je vous ai mis le lien d'une vidéo là sur laquelle tout est expliqué. Je me mélange toujours. C'est dans les Pays de Loire. Donc il y a un spectacle qui fait une quinzaine de personnes sur le plateau, qu'on voit ici, qui a été joué sous chapiteau. Il y a la conférence spectacle, il y a le jeu, il y a une installation d'art numérique. Tout cela, comme c'est le cas quand ça a été créé à Villaines-les-Rochers, peut être mis dans le cadre d'un projet de territoire où on fait une mini-tournée sur un territoire, des rencontres avec les artistes, des discours autour de qu'est-ce que la transition énergétique, pourquoi est-ce qu'on en parle d'une certaine manière et pas d'une autre, etc., etc. Donc on voit qu'il y a vraiment de multiples utilisations qu'on peut avoir d'un objet comme celui-là. S'il y a une dernière chose, puis après je pense qu'on peut en discuter, sur laquelle je voudrais vraiment insister, c'est que si ce jeu est atypique, c'est parce que il fonctionne, comme je vous l'ai raconté au début, finalement à l'envers de ce qui se fait habituellement. Il a vraiment été conçu pour être d'abord un jeu dans lequel, par contre, il y a une très grande robustesse scientifique pour peu qu'on veuille aller la chercher, mais qui n'est pas spécialement mise en avant, si on ne souhaite pas qu'elle soit mise en avant. Il est construit d'abord pour qu'on s'amuse, et non pas pour faire prendre conscience, pour sensibiliser, etc. C'est pas du tout l'intention de départ. Et ce qu'on observe, c'est que dans ces mécanismes-là, que ce soit dans la conférence, dans le jeu ou dans l'opéra, les réactions sont très ouvertes, les gens se mettent en marche et ils en demandent ensuite derrière. Et ça, c'est probablement la chose, je trouve, la plus réjouissante par rapport à cet objet. Voilà, c'est un panorama un petit peu du type de démarche qui a été menée. On a peut-être un peu de temps pour des questions. Je ne sais pas, je vois, parce que mes co-animateurs se cachent, ils ont fermé leur vidéo en me laissant parler, c'est bien gentil, mais... Non, j'arrive. Est-ce qu'il y a des questions ou des précisions qui sont nécessaires? Ou peut-être on fait avec Manuel, hein? Ouais, bien sûr. Merci en tout cas Pascal pour ta présentation et le challenge de la faire coller au temps imparti. Donc les questions, on l'a dit. C'était ça. Ouais. Merci Manuel.
Les questions, on l'a dit, vous pouvez effectivement les noter tout de suite sur l'onglet conversation s'il y en a, puisque c'est le moment dédié à cela. Donc à la fois les questions possiblement sur la première partie avec Manuel sur les conférences gesticulées, ou bien sur cette deuxième partie donc avec Pascal et sur l'opéra et le jeu que tu nous as présenté. Et là, je vois tout de suite une question de Natacha. À partir de quel âge peut-on jouer, Pascal? Alors, officiellement, il est indiqué à partir de 10. Bon, c'est très difficile les âges autour des jeux parce que y a des enfants qui sont joueurs, qui ont la culture, ça marche très bien, c'est un jeu de cartes qui va assez vite. J'ai joué avec des enfants de 7-8 ans avec lesquels ça fonctionne. C'est un jeu qu'on pourrait aussi tout à fait, j'imagine, acquérir au sein d'une collectivité pour pouvoir effectivement ensuite le proposer régulièrement sur des sessions, soit aux agences, soit justement aux citoyens sur le Ouais. territoire. Bien sûr, il y a un truc que j'aime beaucoup dedans, c'est que on a tâché, il y a 16 scénarios, il y a 16 expériences, et en fait, on traverse les 16. C'est-à-dire il y a un truc particulier avec l'énergie qu'on explique d'ailleurs dans le livret, c'est que tout le monde a déjà une base de culture, quelle qu'elle soit, et souvent des opinions. Il y en a qui sont pour le nucléaire, il y en a qui sont contre. Mais en fait, toutes les expériences sont dans le jeu. C'est-à-dire que quel que soit ce qu'on a envie, on peut jouer quasiment l'opinion inverse, voir ce que ça fait, en discuter, voir ce que ça implique, etc. Et ça, c'est assez rare finalement, de se mettre dans un endroit où finalement c'est assez dépassionné parce qu'on s'amuse bien, mais de se mettre dans un contexte qui est peut-être pas du tout celui qu'on aurait choisi parce que nos convictions nous portent ailleurs. Et ça, c'est quand même chouette. Oui, tout à fait. J'avais une question, on peut jouer avec un ordinateur portable ou on est obligatoirement avoir une tablette? Non, il faut du tactile, ouais, parce qu'on clique sur l'application. Alors, il y a des ordinateurs avec écran tactile, mais tu as vu dans l'installation, en fait, on joue autour. J'ai vu la présentation dans la maison écologique parce que c'est présenté aussi. C'est vrai? Ah ouais, j'ai même pas vu. Ah ouais, d'accord, super. Je peux te la scanner si tu veux. Ah ouais, avec plaisir, ouais. Et moi, je suis un gros joueur et c'est vrai que ça m'a bloqué l'histoire d'avoir un smartphone parce que j'ai un téléphone. Ouais. Pas de trucs qu'on a plus. C'est presque un sujet paradoxal parce que c'est la solution technique qui a été trouvée pour arriver à développer un jeu qui soit développé en France, qu'en matériaux écologiques, etc. Mais il se repose là-dessus. Alors, il n'y a pas de connexion, l'appli est autoportante, mais c'est un vrai sujet. Hein. La plupart des jeux sont fabriqués en Asie avec beaucoup de matériel, etc., ce qui n'est pas le cas chez Hopla. Oui, bien sûr. Là, je vais vous remettre aussi dans l'onglet conversation, je vais vous remettre le lien en tous les cas sur de la vidéo que tu évoquais en fin de présentation, Pascal, justement qui évoque ton intervention au sein de la communauté de communes. Voilà, parce que je pense qu'elle est... C'est pas bien de pas connaître le nom. Oui. D'ailleurs, je vais le retrouver, je vais mettre tout ça dans l'onglet conversation. Je vois qu'a priori, il y en a une autre question qui arrive de Jérôme, qui est en train d'écrire. Région Centre-Val de Loire. Ah, pardon, ouf. Région Centre-Val de Loire, mais j'ai retrouvé. D'accord. Ah oui, non, c'est pas une question. C'est Jérôme qui dit c'est un grand fan, a priori. Il reste plus qu'à acheter le jeu quand j'aurai terminé le livre, le design énergétique, donc de Pascal. C'est vrai que c'est passionnant parce que vos approches, en fait, déjà, et c'est ce qu'on avait envie un peu d'impulser là pour ce webinaire entre nous, c'était de se dire, voilà, on considère effectivement l'énergie un petit peu autrement, on apporte un autre regard, on vit aussi autrement ces actions-là et on s'y implique d'une autre manière que peut-être ce qu'on voit assez couramment et justement ressusciter aussi notre capacité à jouer
sachant qu'on a ça depuis l'enfance, n'est-ce pas, et que nous sommes tous des grands enfants. Dès qu'on est dans une configuration où on joue de nouveau, on se rend compte c'est là où on peut avoir facilement des déclics, on peut aussi retenir des informations plus facilement, et effectivement, on est dans une action, dans un passage à l'action, et en plus, ce qui est plutôt réjouissif. Et en ça, on a envie d'y revenir. On a envie effectivement de s'impliquer dans ces dimensions-là parce qu'on joue, parce qu'elles sont positives. Ouais, il y a un truc qui est, enfin, Manuel, je pense sous une autre forme confirmera, c'est que ce qu'on voit beaucoup sur le terrain réel, en fait, quand on va dans les bâtiments, dans les lieux, c'est les gens n'osent pas essayer. Parce qu'il y a des historiques, des habitudes, des jeux de pouvoir, des choses comme ça. Et en fait, en utilisant des outils comme ceux-là, on crée des espaces dans lesquels c'est pas grave. On peut décider, en plus on met les gens, en tout cas dans la mécanique du jeu, on met les gens dans des situations où il faut décider rapidement, il faut décider en situation d'urgence. Donc souvent on va décider mal, ou on peut se dire si j'avais eu plus de temps j'aurais fait mieux, mais bon, il fallait bien décider quelque chose. Et ça, c'est quelque chose qui se réentraîne en fait. Et c'est d'autant plus possible qu'on le fait effectivement dans des contextes où, voilà, c'est une parenthèse, mais en fait, on sait très bien, nous les manipulateurs, d'une certaine manière, que oui, la parenthèse, elle laisse des échos aussi, que ça va résonner, ces trucs-là. Et bien sûr. Moi, je vois vraiment aussi l'émergence des jeux coopératifs qui ont un peu changé aussi les manières de jouer. Dernièrement, j'ai rejoué à Risk avec des copains. Bon, c'est un peu la situation mondiale actuelle, quoi. On s'est aidé pour gagner des territoires. Et le côté coopératif, je le trouve assez intéressant. Il y en a un que j'aime bien, c'est Pandémique, par exemple, où voilà, on doit gérer tous ensemble avec des caractéristiques. Il y a l'ingénieur, le médecin et tout. Une pandémie mondiale, du coup. Et celui-là, je le trouve assez intéressant. Après, il a un côté un peu, il peut être anxiogène vu ce qu'on vient de vivre avec le pangolin, mais du coup, je trouve assez intéressant ces mécanismes de jeu aussi coopératifs qui permettent, comme tu dis, d'aller aussi vite et de prendre des décisions, de pouvoir à un moment de temps aussi. Moi, ça me renvoie à la vie réelle, comme aime bien dire Patrick Pouyanné, c'est des jeux de chez Total. C'est que nous, les citoyens, on a aussi du pouvoir et on pourrait aller aussi beaucoup plus vite. Et on voit que, comme tu disais, que la transition, elle est portée par des planifications et compagnie. En fin de compte, la lenteur administrative fait que il y a des décisions qui devraient être prises, des choses très cartésiennes, assez basiques. Et du coup, ça met un certain temps. Et puis, si c'est un autre qui arrive derrière, ça va être défait, et ainsi de suite. Donc, je trouve ça assez intéressant de mettre les gens aussi, de les confronter voilà, un peu côté jeu de rôle aussi, d'avoir un peu des fiches types de personnages qui sont assez intéressantes à jouer. Jouer le rôle du maire, jouer le rôle du directeur des services techniques, ça peut être assez intéressant. Voilà, moi j'aime bien faire ça aussi en formation, redonner un peu le pouvoir à chacun et qu'il n'y ait plus de hiérarchie en fait au final, quoi. C'est ça le but du coopératif. Super. Est-ce que il est 11h58, c'est quand même un vrai talent. Si j'ai peut-être une question, une remarque supplémentaire qui arrive. En tous les cas, vraiment de nouveau un merci à tous les deux parce que c'était vraiment très passionnant. Et je vois que Manuel clôture tout ça en plus en divertissement. Julien, tu voulais ajouter quelque chose peut-être? Pas du tout. Ok. Pas du tout. Non, juste, oui, pareil que toi, remercier les deux intervenants et m'excuser auprès des concepteurs d'Adobe Connect pour tout le mal que j'ai dit d'eux en début de session. Ok. En tous les cas, écoutez, pour clôturer, ce que nous on va vous indiquer, c'est qu'on a déjà préparé le petit programme de l'année 2025, n'est-ce pas? Merci pour vos retours dans l'onglet conversation, merci à vous. Et donc pour janvier, nous aurons un futur webinaire. Julien, tu peux nous en dire un petit peu plus sur le sujet?
Oui, le titre paraît un peu obscur comme ça s'appelle les OPEX citoyennes. Alors, autant le titre donne pas trop envie, mais le sujet en vrai est vraiment sympa. En fait, c'est l'idée de se dire qu'une fois qu'on a réussi un projet d'énergie renouvelable de territoire avec des citoyens, tout ne s'arrête pas le jour de l'inauguration, mais que quand on passe en phase d'exploitation, en fait, on aura prévu des budgets pour faire de l'animation territoriale, de la sensibilisation, de la maîtrise de l'énergie. Tout ça, ça se prévoit en amont d'un projet. Et du coup, après, il faut des outils pour faire vivre le projet, pas seulement pour qu'il produise de l'électricité, c'est aussi le rôle des projets de territoire. Voilà, c'est ça qu'on va faire début janvier, mais alors, j'avais une date jusqu'à il n'y a pas longtemps, et puis on cherche avec l'intervenant un témoignage et visiblement il y aurait un témoin très intéressant qui nous obligerait un peu à décaler la date. Donc ce sera en tous les cas dans la fin de la première quinzaine de janvier, le temps de laisser passer les fêtes. Voilà. Très bien. Et ensuite, en mars prochain, jeudi 13 mars, a priori, on va pouvoir finaliser ça. Vous aurez l'occasion de découvrir un webinaire sur l'énergie solaire et la précarité énergétique. Vous savez, c'est un thème qui nous tient aussi à cœur, pour lequel on a déjà réalisé effectivement des webinaires dans le dernier trimestre, là, 2024. Et là, ce sera la présentation d'un projet européen qui a eu lieu en Savoie, avec la communauté de communes Cœur de Savoie. Justement, donc voilà, une présentation de ce projet, la vie. Aujourd'hui, c'est un projet qui vient de se clôturer. Et qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Qu'est-ce que le territoire a mis en place justement pour venir en aide à la population la plus fragile sur le plan énergétique. Voilà, et pour finir, n'oubliez pas que sur la e-communauté énergie, vous avez un sondage d'ouvert jusqu'au 15 décembre prochain. Donc voilà, il se clôture dans 5 jours pour effectivement vous positionner sur le choix du troisième webinaire du premier trimestre 2025. Voilà, on vous a fait quelques propositions, on a des réponses, mais n'hésitez pas à venir les enrichir pour savoir effectivement les sujets qui vous intéressent, qui vous interpellent le plus. Écoutez, je pense qu'on peut clôturer ce temps passé ensemble. Merci encore parce que c'était très dynamisant et enrichissant. J'ai vraiment apprécié ce moment avec vous. Visiblement, je ne suis pas la seule lorsque je lis l'onglet conversation à avoir ce sentiment. Donc, c'est parfait puisque c'est pour vous qu'on le fait, hein, pour tous les participants et les adhérents à la e-communauté. Merci Manuel, merci Pascal, merci Julien. Merci. Très bonne fin de journée à vous. À bientôt. Au revoir.